Normalement, oui, ça n'a pas arrêté. C'est bon, ça n'a pas arrêté. Je vais repartager mon écran. Alors, attendez. Et il va falloir que je me retrouve. Donc, ce qu'il faudrait que je pense à faire, peut-être, c'est m'équiper d'un grand écran pour mieux voir avec vous. Là, je suis sur mon tout petit ordinateur portable et c'est pas. Attendez, je suis en train de fermer. Voilà, pour avoir la place. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'était la photosynthèse, quels sont les végétaux marins? Bah, c'est tout simplement des organismes photosynthétiques. Photosynthètiques grâce à ces composantes. Alors, ce ne sont pas des cellules. En fait, on appelle ça ce qui contient la chlorophylle. Ce sont des chloroplasts, ce sont des unités qui sont. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais pour Ouais, moi, le son j'ai un est problème de très son mauvais. aussi. Ouais, Ouais. Moi aussi. Vous n'entendez pas? juste quand tu Non, parles toi, c'est Anne-Marie. assuré. Ah, alors, est-ce que c'est parce que C'est il y a assuré. il y a Ça peut-être donne. il y a l'enregistrement, ça Ta marche connexion bien. est peut-être mauvaise. C'est peut-être ta connexion parce qu'on t'entend de manière assurée comme si ouais, tu n'avais pas un assez fort débit d'Internet. Alors, Alors que tous les autres, on s'entend bien. c'est peut-être parce que l'enregistrement n'est pas Ah, fini. c'est mieux. Peut-être. Alors, je crois que c'est parce que l'enregistrement était en cours. Alors, Ok, attendez, là, c'est mieux. On t'entend bien, là. Oui, là, c'est mieux. j'ai Là, l'audio c'est qui est bon. enregistré. Je verrai ça après. Bah, alors, c'est ça. C'est parce que l'audio était en cours. Ok, L'enregistrement audio, c'est ça qui a bloqué. ça marche. Donc, c'est bon à savoir, en fait. Quand je suis en train de sauvegarder l'enregistrement, le débit sera pas bon. OK. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez du coup. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Chloroplaste photosynthétique en milieu marin. Oui, Voilà. on voit ton écran. Et vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bon, bah, c'est ça en Oui. fait. C'est quand l'enregistrement se faisait, la sauvegarde, ça devait bloquer le débit. Donc voilà. Donc les organismes, les végétaux marins, bah, c'est tout simplement des organismes photosynthétiques qui peuvent faire donc qui sont autotrophes grâce aux chloroplastes. Alors les chloroplastes, c'est des unités qui sont à l'intérieur des cellules, hein. Donc c'est des organites spécialisés, en fait, comme des petits outils à l'intérieur des cellules de vos végétaux. Et donc vous avez plein de pigments chlorophylliens qui existent. Donc là, vous n'allez pas apprendre les noms, mais voilà, par exemple, la chlorophylle, il n'y en a pas un seul type, il y en a 3 types différents. Et puis vous avez d'autres pigments et en fonction des pigments qui sont présents dans les chloroplastes, vous allez avoir ce qu'on appelle les algues rouges, les algues vertes et les algues brunes. Donc la différence, c'est simplement les pigments. Et végétaux marins, tout simplement, parce qu'ils vivent en milieu marin. Et là, je vous ai mis un exemple de chloroplaste. Alors, j'ai pas trouvé de photo au microscope pour des végétaux marins. Donc, je vous ai pris des végétaux d'eau douce. Donc, il s'agit d'une mousse que vous avez ici, donc une algue, voilà, c'est une algue d'eau douce. Et ce que vous voyez sur la photo de droite, ce sont les cellules, donc un grossissement d'une des unités ici de la mousse. Et à l'intérieur de la cellule, en fait, toutes ces petites billes, entre guillemets, ces petites billes vertes que vous voyez, ce sont des chloroplastes. Donc, vous voyez, il n'y a pas un seul chloroplaste par cellule, il peut y en avoir plusieurs. Et la réaction de photosynthèse va se produire à l'intérieur de chacune de ces petites billes vertes. Alors, si je reviens maintenant à mes deux lignées, ce qu'on va faire, c'est décliner un petit peu ces, ces différentes catégories. Et si on commence, alors, c'est vrai que j'aurais pu dire, je ne vous parle pas des cyanophytes, en fait, les algues bleues et vertes, parce que vous n'allez pas les observer sous l'eau.
Ce sont des organismes en fait qui sont microscopiques. Là, je vous ai mis une photo d'une algue bleue filamenteuse. Donc évidemment, ça fait partie du plancton. Vous avez l'échelle ici, 10 microns. Donc, alors, on les verra pas quand elles sont seules, entre guillemets, on les verra pas à l'unité, mais elles peuvent vous former des colonies qui seront très visibles. Et alors, on les appelle les cyanophytes aussi, les cyanobactéries. Et ce sont des micro-organismes unicellulaires qui n'ont pas de noyau. Donc, en fait, vous avez une association, enfin, cette algue bleue filamenteuse, en fait, chaque bille que vous avez ici, c'est une seule cellule et ces cellules sont associées pour former un filament. Ils sont des organismes. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous en parler? Parce qu'ils sont assez spectaculaires, parce qu'ils sont très résistants aux conditions de vie extrêmes. Donc, ils peuvent résister aux très fortes variations de salinité, de température, de pression aussi. Et ça fait plus de 3 milliards d'années qu'ils vivent sur la planète. Donc, on a trouvé des traces fossiles qui ont pu être datées dans des roches très anciennes. Et l'hypothèse est que ce sont probablement les cyanobactéries qui sont à l'origine de l'oxygène atmosphérique. Donc, oui, on ne va pas les voir en plongée, mais elles jouent un rôle extrêmement important dans le développement de la vie sur la planète. Et les traces en fait de fossiles les plus anciens de cyanobactéries, on les a trouvées dans des formations qu'on appelle les stromatolites. Donc là, je vous ai mis, alors les roches les plus anciennes terrestres, on va les trouver en Australie occidentale. Et là, je vous ai mis une photo de stromatolites. Et ce sont des constructions biologiques. Vous voyez ici plusieurs couches superposées. Et vos cyanobactéries, en fait, elles vivent dans la partie externe. Donc, elles vont vivre, elles vont se multiplier, elles vont se développer. Donc, se multiplier comment? Bah, c'est par division cellulaire. En fait, vous n'avez pas de reproduction sexuée pour les cyanobactéries. Donc, vous allez avoir un film bactérien qui va faire la photosynthèse. Et puis, quand ces cellules vont mourir, ça va faire un dépôt. Et petit à petit, en fait, vous allez avoir une croissance du bas vers le haut. C'est ce qu'on appelle une structure qui s'appelle le stromatolite. Donc, ça ressemble à une pierre, mais en fait, c'est un organisme, une construction biologique. Et le seul endroit au monde où vous pouvez en voir à l'heure actuelle, en fait, c'est une baie en Australie qui s'appelle Shark Bay. Et vous voyez à quoi ressemblent des stromatolites modernes. Donc, l'extérieur de ce qui ressemblerait à des espèces de cailloux. En fait, à l'intérieur, sont des concrétions minérales produites par en fait les déchets, enfin des cellules mortes. Et l'extérieur, vous avez un film vivant de cyanobactéries qui fait la photosynthèse. Et petit à petit, ça va grandir et ça peut former des structures qui sont assez importantes. Si vous voulez en voir en France, en fait, si vous allez en Normandie, du côté de Flamanville, au sud de Flamanville, en fait, il y a sur une plage, on peut voir des stromatolites fossiles aussi. Pas aussi anciennes que celles d'Australie occidentale, mais vous pouvez voir des stromatolites fossiles. Et depuis peu, en fait, il a été choisi de ne plus mettre les cyanobactéries, de ne plus les considérer comme des algues, comme des végétaux marins, mais de les classer directement dans les bactéries. Donc ça fait pas très longtemps, ça fait quelques années. Donc voilà, on est dans une période de transition. Donc vous comme moi, on les connaît sous le nom d'algues bleues, d'algues vertes. Mais maintenant, en fait, elles sont plus considérées comme faisant partie des végétaux. Bien que ce soit des organismes photosynthétiques qui vivent et grandissent uniquement grâce à la photosynthèse, en fait, on les place maintenant dans les bactéries. Et en milieu aquatique, alors je suis désolée, hein, je suis en train un peu de bégayer, j'ai un peu de mal ce soir. En milieu aquatique, selon leur mode de vie, vous allez les diviser en deux groupes.
il y aura les cyanobactéries planctoniques qui peuvent se maintenir dans la colonne d'eau grâce à l'existence de petites vésicules gazeuses intracellulaires. Donc, à l'intérieur de la cellule, vous aurez des petites bulles de gaz et donc ça va flotter, tout simplement. Et puis, vous allez en trouver sur le fond, sur le sable, le sédiment, qui vont se déposer comme des films très fins. Et voilà, là, je vous mets quelques petits exemples. Alors, quand je vous ai dit, on ne va pas les voir en plongée, c'est faux. Vous pouvez voir des colonies de cyanobactéries. Et ça, par exemple, c'est une photo qui a été prise à La Réunion. Donc, ce sont des organismes unicellulaires, donc très petits. Donc, vous ne les verrez pas. Mais comme ils forment une colonie, ça vous donne des colonies qui font quelques centimètres et que vous pouvez voir. Un autre exemple aussi, évidemment, vous êtes familier avec tous les blooms du phytoplancton. Donc, on appelle ça des efflorescences. Donc, quand les conditions au niveau des nutriments, de la température et la luminosité sont favorables, vous allez avoir une prolifération massive en fait de ces organismes en quelques jours, qui va entraîner un changement de la couleur de l'eau. Donc, ça peut être rouge, vert. Sur cette photo, c'est bleu. Parfois une odeur très, très désagréable. Et on les voit très bien, ces efflorescences, ces blooms aussi par imagerie satellitaire. Et là aussi, donc, en fait, avec ce changement de classification, on va avoir un petit peu de mal parce que pour nous, c'est ce qu'on appelle le phytoplancton, donc des blooms de phytoplancton, des efflorescences. Et en fait, voilà, ce sont des unicellulaires qui n'ont pas de noyau, des prokaryotes, qui vivent de la photosynthèse et qui peuvent vous donner ces multiplications. Là, un autre exemple. Et alors, le seul petit inconvénient de ces efflorescences, enfin, petit inconvénient, en fait, il n'est pas forcément si petit que ça, c'est que certaines espèces produisent des toxines, des cyanotoxines qui peuvent être très dangereuses. Donc, ça pose un risque sanitaire, ça peut avoir un impact aussi sur les écosystèmes. Et à l'échelle mondiale, en fait, vous avez des grands organismes qui sont en train de se mobiliser pour voir comment on peut limiter ces blooms et ces efflorescences, ce qui est un paradoxe, parce que certes, elles produisent des toxines qui peuvent être dangereuses, mais il ne faut pas oublier que c'est le premier producteur d'oxygène. Donc, en fait, on en a besoin. La vie sur Terre en a besoin. On a besoin de ces efflorescences pour avoir de l'oxygène pour vivre. Donc, voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver, sachant que voilà, là où ça pose un problème, c'est près des côtes. Et donc, quand vous avez des efflorescences près des côtes, souvent c'est dû à l'activité humaine parce qu'il y a des rejets d'engrais, des rejets de choses, enfin, il se passe des choses dans la mer qui n'ont pas lieu d'être, qui font qu'on va avoir un déséquilibre local qui va provoquer une prolifération massive de ces bactéries. Mais par contre, voilà, quand c'est en pleine mer, en plein océan, il y a un équilibre qui se fait, des échanges qui se font et le risque n'est pas du tout le même. En fait, quand je vous dis un impact sur les écosystèmes, c'est essentiellement par petits fonds, où là, si vous avez un film cyanobactérien en surface, en fait, les échanges ne pourront pas vraiment se faire entre la colonne d'eau peu profonde et l'atmosphère. Et là, ça provoquera un problème. Maintenant, si je continue, donc les cyanophytes, cyanobactéries, donc qui faisaient partie des végétaux marins, voilà, on les déclasse à l'heure actuelle pour aller les remettre dans un autre ordre. Et donc finalement, végétaux marins, maintenant, on va se retrouver avec les algues macroscopiques. Alors, vous verrez qu'il y a les autres algues dont on parle beaucoup dans les médias, les zooxanthelles, en fait, qui, elles, n'ont pas trop encore de place dans la nouvelle classification. Donc, on va peut-être encore les garder voilà, avec ces algues macroscopiques, mais c'est quelque chose qui va être à suivre parce que c'est en pleine évolution. Et puis les plantes marines. Alors, les algues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon les pigments utilisés pour la photosynthèse, vous allez avoir des algues rouges, des algues brunes, des algues vertes.
Les premières, on estime qu'elles sont apparues il y a à peu près 800 millions d'années et les tissus ne sont pas différenciés. En fait, ce que vous allez avoir, c'est un corps qui est pigmenté, qui est le siège de la photosynthèse et toutes les cellules sont équivalentes. Contrairement, aux plantes qui, elles, sont apparues il y a 55 millions d'années, où les tissus sont différenciés, vous allez avoir les feuilles et dans les feuilles, vous allez avoir, les cellules qui contiennent les chloroplastes où il va y avoir la photosynthèse et puis vous aurez des tiges, vous aurez des vaisseaux pour transporter de la matière et des racines. Et dans les algues, on va quand même conserver les unicellulaires, qui sont apparus il y a 900 millions d'années. Alors là, je vous dis unicellulaires, mais ce sont des unicellulaires qui sont différents, des cyanobactéries qui sont des prokaryotes, donc des unicellulaires sans noyau. Là, quand je vous parle d'unicellulaires que je mets avec les algues, en fait, ce sont des unicellulaires dont les cellules ont un noyau. Et dedans, vous allez avoir tout ce qui est phytoplancton et algues symbiotiques, donc les zooxanthelles, les zoochlorelles. Vous avez aussi les diatomées et d'autres algues dont vous avez pu entendre parler. Alors, si on regarde les algues macroscopiques, donc, ce que vous allez avoir, donc c'est ce qui serait l'équivalent, entre guillemets, de la feuille chez les plantes, ça va s'appeler une fronde, et vous avez dû voir en plongée qu'on a plein de formes d'algues différentes, donc il y a plein de formes de frondes différentes. Ce qui serait la tige chez les plantes, ça va s'appeler une stipe. Certaines algues en auront une très longue, d'autres n'en auront pas. Et vos algues vont être accrochées au substrat par ce qui s'appelle la base, qui peut être sous forme la plupart du temps, de crampons ou une surface adhésive, entre guillemets, en fait, avec parfois vous avez une matière qui va permettre donc le maintien sur le substrat de votre algue. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est le premier producteur primaire de la planète. Vous avez une quantité de 110 milliards de tonnes par an de production de matière organique, contre 60 pour les végétaux terrestres. Donc, c'est quasiment 2 fois plus. C'est le premier maillon de la chaîne alimentaire marine par le phytoplancton. Et donc ça, TAL, base, en fait, ce sont les mots à prendre. Alors oui, TAL, je vous ai mis fronde ici, mais on appelle ça aussi une TAL. Et pour la reproduction, selon les espèces, soit vous aurez une reproduction sexuée avec des gamètes, comme pour les plantes terrestres, ou une production asexuée par l'émission de spores. Ça peut être aussi le bouturage, la multiplication le long de chaînes, comme on verra plus tard. Où est-ce que vous allez trouver? Tout va dépendre des pigments qui sont présents dans les chloroplastes, sachant que l'eau se comporte comme un filtre pour le spectre lumineux. Et donc, en fonction des pigments pour la photosynthèse, vous n'allez pas utiliser, vos algues ne vont pas utiliser les mêmes longueurs d'onde, et du coup, vous n'allez pas les trouver au même niveau dans la colonne d'eau. Donc, les algues vertes, en général, vous les trouverez plutôt près de la surface. Donc, elles vont utiliser dans la zone des 10-15 mètres, donc utiliser les longueurs d'onde orange et rouge pour la photosynthèse, fabriquer leur coenzyme. Les algues brunes, alors elles vont s'étaler sur tous les niveaux, depuis la surface jusqu'à la profondeur. Ça dépendra des espèces, ça dépendra des différents pigments qui vont être présents. Et par contre, les algues rouges, elles utilisent plutôt les radiations vertes et bleues de la lumière solaire. Donc, vous les trouverez plutôt en profondeur. En fait, elles vont pouvoir... Alors, vous en aurez quelques-unes proches de la surface, mais ça va être surtout les algues que vous allez rencontrer en profondeur. Et puis, certaines espèces... Alors, vous verrez, comme elles ont besoin de la lumière pour faire la photosynthèse, donc ce sont des organismes qui sont photophiles, qui aiment la lumière, mais certaines espèces sont sciaphiles et iront plutôt s'abriter dans des cavités.
Donc là, je vous ai mis quelques exemples et alors, bah, je vous présente mes excuses parce que je n'ai pas eu le temps de trier toutes mes photos et là, je vous avoue que j'ai recyclé un peu quelques photos, d'une présentation que j'avais fait, il y a quelques années en utilisant des photos de Méditerranée. Mais voilà, on trouve des espèces très similaires aux Antilles, vous pourrez voir et puis ça pourra faire, bah, l'objet d'un petit travail qu'on pourra faire ensemble quand on fera les plongées bio, d'aller chercher des photos. Mais hem, voilà, en fait, là, ce sont les noms des espèces méditerranéennes, mais vous allez trouver du codium et des acétabulaires, on en voit en Méditerranée. Alors les acétabulaires, en fait, pourquoi je voulais laisser et j'en parle, en fait, j'en ai vu il y a pas très longtemps à la PDN au mois de janvier et je vous avoue, je n'y avais jamais prêté attention jusqu'à présent. Et les acétabulaires, en fait, ce sont des algues qui sont intéressantes parce qu'elles sont macroscopiques, elles font 3-4 centimètres. Ce sont des algues unicellulaires. Donc, l'algue elle-même, en fait, c'est la tige et le petit chapeau rond, le petit disque plat que vous avez là, en fait, ce sont les cellules reproductrices de cette algue. Et pourquoi elle est intéressante? C'est que vous avez certains nudibranches, certaines petites limaces de mer qui se nourrissent exclusivement de cette algue. Et ces petits nudibranches, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques semaines. Ils s'appellent, c'est la famille des Élisies, des Elilia. Et ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils ingèrent les chloroplastes de l'acétabulaire et ils les stockent dans leur tissu. Et lorsqu'il n'y a plus d'acétabulaire, donc on voit ça en Méditerranée, par exemple l'hiver, vous trouvez plus d'acétabulaire, donc il reste quasiment plus rien. Bah, ces petites limaces, pour survivre, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent les chloroplastes qu'elles ont stockés, elles font de la photosynthèse, elles produisent des glucides et elles vivent comme si elles étaient des végétaux, alors que ce sont des animaux. Donc c'est pour ça déjà là je mets le doigt sur un petit point quand je vous ai dit que la division végétale-animale, on est en train de la revisiter, que ça n'est pas si simple, que ça. C'est parce qu'on s'est rendu compte que certains animaux sont capables, de stocker, de réutiliser des cellules qui font, des organites qui font la photosynthèse et finalement de vivre pendant plusieurs mois simplement en s'appuyant sur la photosynthèse. Pardon. Et l'algue Alimède aussi, on en trouve, aux Antilles. Donc là, je vous en montre, quelques-unes, donc je vais passer vite. Évidemment, je vous encourage à aller regarder dans les livres et sur internet. Là, je vous l'ai pas remis, mais il faudra qu'on vous repasse les liens, mais vous connaissez tous, Doris, le site, de la Fédé, donc n'hésitez pas à aller, chercher dans la catégorie végétaux, Caraïbes pour voir les différents types d'algues. Et au niveau de la taille, alors là, je vous ai mis quelques exemples, de Bretagne. Ben, vous voyez qu'elles peuvent mesurer plusieurs mètres comme ces laminaires, bretons, donc ça fait partie des algues brunes. Voire, comme ici, vous avez, un autre type d'algues. Alors ça, c'est des algues qu'on trouve, plutôt du côté de enfin, on en trouve un peu du côté de l'Amérique centrale et les plus grandes, en fait, du côté du Pérou, ça fait jusqu'à une centaine de mètres. Donc voilà, on trouve tout, du tout petit, du microscopique jusqu'à, plusieurs dizaines de mètres, quelques centaines de mètres, voilà. Enfin, je crois que les plus grands, ça doit être 150 mètres qui ont été ramenés dans des chaluts. Quelques exemples, d'algues rouges aussi. Donc là, j'ai pas changé les noms non plus. Donc ce sont les espèces rencontrées en Méditerranée, mais vous avez des espèces équivalentes, des variantes aux Antilles, en mer des Caraïbes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une très très grande diversité. Donc vous allez avoir des filaments, des cordons, des lames. Vous en aurez certaines en arborescence. Alors plutôt que vous mettre toute cette diversité par nom, le mieux c'est de vous montrer
Voilà un petit schéma que j'ai trouvé qui vous montre la diversité de formes. Et ça, on aura l'occasion, au cours des plongées, de pouvoir les observer. Et même avant de faire des plongées ensemble pour la bio, dès votre prochaine plongée que vous ferez, je crois que certains, on est samedi aujourd'hui, donc vous avez demain matin, dès demain matin, quand vous serez au palier, il y en a certains d'entre vous, je crois, qui vont faire le chemin des ancres. Donc vous aurez certainement des paliers. En fin de plongée, vous pouvez en profiter pour regarder un petit peu les végétaux marins pendant votre palier. En termes d'utilisation des algues, alors on va les rencontrer, on va les utiliser pas mal dans l'alimentation humaine. Alors, outre les salades ou les soupes d'algues qui sont de plus en plus à la mode, en fait, on les utilise beaucoup pour faire des gélifiants et des stabilisants. Et vous avez beaucoup d'additifs alimentaires. Vous avez l'agar-agar, par exemple, qui sont utilisés pour faire des produits. Dans les farines animales également, on les utilise. Dans l'agriculture aussi, pour amender les sols, notamment le maerl, en fait, qui est une algue qui est récoltée en Bretagne, pour faire de l'engrais. En pharmacie aussi, on fait des médicaments, notamment des anticoagulants, des vitamines, des oligo-éléments. Enfin, il y a pas mal de compléments alimentaires à base d'algues. Et puis aussi dans la cosmétique, en fait, pour faire des gélifiants, des émulsifiants pour les crèmes et tout ça. Avez-vous quelque chose que vous souhaitez ajouter avant que je passe à la suite? Faire des commentaires ou... Moi, ce qui m'a épaté, c'est les unicellulaires sans noyau. Je ne sais pas comment ça, pour moi, ça veut dire sans ADN. Donc, j'ai été surpris par ça, quoi. Et écoute, ce sont ce qu'on appelle les algues bleues, quoi. Ok. Et ils existent depuis 3 milliards d'années. Et ce qu'on appelle ici, nous, les perles d'eau, c'est une algue unicellulaire aussi, non? C'est aussi une algue unicellulaire. Et oui, j'ai oublié de vous mettre la photo, j'ai pas le temps de la mettre, mais oui, les perles d'eau, c'est une algue unicellulaire aussi. C'est une algue verte. Et ça aussi, c'est bluffant parce qu'il y en a certaines. Moi, les plus grosses perles d'eau que j'ai vues, elles faisaient, je crois, elles devaient faire 7 centimètres. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder la taille maximale enregistrée parce que les perles d'eau, on en trouve aussi en Méditerranée, on en trouve en Bretagne. Il faudrait voir. Là aussi, on pourra regarder, chercher quelle est la taille maximale. Mais celles qu'on voit à chaque plongée, bon, elles sont à 2-3 centimètres. C'est impressionnant de savoir que c'est une seule cellule. Mm. Et ça fait partie, là, par contre, de cellules avec noyau. Et du fait, tu vois, les algues vertes et pour reprendre là le commentaire de Claude, les algues bleues, algues vertes, alors du coup, entre guillemets, le mot algue, les prokaryotes qui n'ont pas de noyau, pas d'ADN, c'est pour ça qu'on les a retirés des végétaux pour les mettre dans les bactéries maintenant. Mais voilà, en fait, on en découvre tous les jours et ça va très vite. Et moi, je vous avouerai aussi que quand j'ai préparé, je m'étais dit, bon, c'est bon, j'ai le temps, je m'y suis mis. Alors, j'ai travaillé sur cette présentation un petit peu tous les jours depuis quelques semaines, enfin, chercher un peu des informations. Je me disais, il faut que je trie les photos. Et puis, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai mon samedi entier, je m'y suis mis à 9h ce matin. Je vous ai demandé 5 minutes de plus, en fait. Je me suis juste arrêtée, voilà, une demi-heure à midi, une demi-heure pour dîner ce soir. Donc, j'ai fait de 9h à 23h, quasiment non-stop. Et j'ai passé un temps fou avec le petit schéma photosynthèse parce que, voilà, je le faisais, je me disais, bah oui, on connaît tous, moi aussi. Voilà, on prend du CO2, on prend de l'eau, de la lumière, paf, ça donne le glucide. Puis j'ai commencé à lire quelque chose et je me suis dit, mais non, mais la photosynthèse, c'est pas aussi simple que ça. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai découvert que oui, il fallait ces coenzymes, que l'énergie lumineuse que vous utilisez pour la photosynthèse,
c'est pas pour la réaction directe de transformation du CO2 en glucose, mais l'énergie lumineuse, elle est utilisée pour fabriquer les coenzymes. Et, et une fois que vous avez vos coenzymes, en fait, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps, c'est que la transformation de CO2 en glucose, elle peut se faire même quand vous n'avez pas d'énergie lumineuse à partir du moment où vous avez vos coenzymes. Et voilà, donc on pourrait dire c'est pas très important. J'aurais pu ne pas passer de temps là-dessus, mais je me suis dit, voilà, si je vous raconte l'histoire des végétaux marins, je suis obligée de vous la dire avec précision. Et donc, on en apprend tous les jours, en fait. Et moi, j'avais fait un petit exposé justement sur la photosynthèse. La dernière fois, c'était en 2017. Et on ne parlait pas de ça encore. Donc, vous voyez, ça avance très, très vite. Les connaissances avancent très vite. Et donc, c'est vrai que certaines choses que je vous dis aujourd'hui, bah, ça va changer à mesure qu'on en apprend davantage et qu'on fait davantage d'observations. Donc là, l'exposé que je vous fais sur les végétaux marins, finalement, ce soir, bah, c'est un peu l'état des connaissances, un état des connaissances simplifié à un instant T, donc aujourd'hui. Et je suis sûre que si on en reparle bah, quand vous ferez votre PB2 l'an prochain, il y a des petites choses qu'on pourra changer ensemble sur cet exposé aussi. Alors, je crois que j'ai eu un message me disant qu'il devait rester à peu près... Non, c'est bon, on a 7 minutes. Donc, on peut continuer. Donc, dans les Euh, algues... Oui, Anne-Marie, vas-y, j'avais juste une question sur l'algue verte que tu as montrée avec le petit chapeau. je reviens en Et arrière. tu disais que Celle-là, ça faisait quelques centimètres à peine. Ici en bas, ouais. L'acétabularia. l'acétabulaire. L'acétabulaire. Tu disais que c'était la nourriture de certains nudibranches, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je crois que je vous ai Et mis des photos après. juste une question, du coup, comme tu dis que tu l'as vu, cette algue à la PDN, tu as vu les nudibranches qui vont avec ou pas? Non, alors j'étais avec Lynn et Isabelle quand on les a vus. C'était près du tuyau, à 12 D'accord. mètres de profondeur. Et, Ok. et c'est la première fois que je les voyais. Tu vois, le petit disque qui fait à peine 1 centimètre de diamètre. D'accord. Et il Ok. n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a. Et je sais Donc, pas, il y en avait peut-être une petite dizaine, alors qu'en Méditerranée, tu as des tapis entiers. d'accord. Ok. Et Écoute. alors, je crois que Isabelle a dû voir des Élysies en Martinique. Je sais pas, Isabelle. Oui, effectivement. J'ai plus de son. Oui, effectivement, j'en ai vu plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était dans le sud. Cric abricot. D'accord. Ouais. Cric abricot, petite sirène. Donc, Ouais, ce au moins sera à 2, 3 regarder. fois. Oui. Donc, D'accord. bah, Merci. voilà, ça sera à nous quand on verra des acétabulaires voilà, si on le sait, alors évidemment, on ne va pas passer toute une plongée sur les acétabulaires à les chercher, mais quand on y verra, d'y penser et puis se dire, tiens, il y a un truc un peu bizarre sur celle-ci, qu'est-ce que c'est? Ou peut-être qu'on ne verra rien, mais si on voit, voilà, comme une petite chose en relief, en fait, d'aller regarder de plus près et se dire, c'est peut-être un petit nudibranche, qui sait. Mais après, une fois qu'on en a vu un, on a l'œil et puis on les repère facilement. Je sais qu'en Méditerranée, on savait que ça existait. Il nous a fallu quelques années, quoi, je dirais des dizaines de plongées avant d'arriver à en voir. Et une fois qu'on en a vu un dans sa vie, après, c'est bon, mais c'est tout petit. Donc, voilà, tout à l'heure, je rechercherai des photos pour vous montrer. Alors bon, bah, la chaîne, en fait, j'aurais peut-être dû vous le mettre ailleurs, en fait, cette image. Et, donc, donc, il y a le phytoplancton, mais il y a aussi d'autres algues microscopiques unicellulaires, en fait, qui vivent en symbiose. Et bon, ça, vous en avez tous entendu parler parce que on en parle depuis quelques années et puis beaucoup plus depuis quelques mois dans les médias avec le blanchiment des coraux. Ce sont les xanthelles, donc des algues qui vivent en symbiose, alors, notamment avec les coraux, mais pas que les coraux, aussi avec des mollusques comme les bénitiers
avec aussi certaines espèces. Alors, les Scyphozoaires, en fait, ça fait partie aussi des cnidaires, mais plutôt de méduses. Alors, attendez, pendant que je vous parle, il faut que je change de place parce que ça va vous faire peut-être rire, mais ma batterie d'ordinateur est en train de me lâcher. Donc, et puis ça va être l'occasion aussi de sauvegarder peut-être l'enregistrement. Alors, attendez, je vais vite brancher mon ordinateur. Et donc là, ce que je vous ai mis, c'est quelques photos prises au microscope de zooxanthelles. Et comme vous voyez, en fait, ce sont des algues vraiment très petites, en fait, qui doivent faire entre 5 et 10 microns de diamètre. Et donc, voilà, j'ai pu rebrancher l'ordinateur. Et donc, ces algues se développent en absorbant le dioxyde de carbone. Les déchets azotés, donc, elles ne les absorbent pas directement. C'est utilisé pour fabriquer, comme je vous disais, les coenzymes. Et en fait, cet azote, ça provient des déchets de l'autre, que ce soit des coraux, que ce soit une méduse ou un bénitier. Et donc, l'algue zooxanthelle, en fait, fournit du glucose à son hôte. Donc, en fait, ça forme une symbiose. Et là, je vous montre juste quelques photos. Donc là, prise en Martinique, en fait, d'un corail avec ses zooxanthelles vertes. Vous avez différentes espèces de zooxanthelles, ce qui fait que ça donne de l'espoir. Donc, on était tous paniqués en tant que plongeurs de voir le blanchiment des coraux l'automne dernier. On se rend compte que c'est en train de repartir. Donc, certains coraux repartiront pas, malheureusement, ils sont morts. Mais beaucoup sont en train de repartir parce qu'il existe différentes espèces de zooxanthelles. Et ce qu'il faut, c'est que quand une xanthelle est expulsée, qu'une autre espèce puisse venir à nouveau s'associer avec le corail. Et on avait vu ça à La Réunion il y a une dizaine d'années. Et donc, ce qu'il faut, c'est que le corail ne reste pas sans son symbiote pendant trop longtemps. Mais voilà, vous voyez des exemples. Alors là, ce sont des exemples que je vous ai pris, de photos que j'ai prises au Vanuatu. Dans une zone identique, vous voyez que pour des espèces de coraux quasiment identiques, vous avez différentes espèces qui peuvent coloniser et ça se traduit par des couleurs différentes. Et là, je vous montre très rapidement, en fait, au niveau des méduses, quand vous voyez ce petit liseré bleu, ce sont des zooxanthelles. Là aussi, ça, c'est la méduse Euphoplaque que vous voyez en Méditerranée. Et donc, les parties violacées, ce sont des zooxanthelles. Je vous ai pas mis, là, c'est une autre méduse aussi, Cassiopée. Vous avez au niveau là du brin des zooxanthelles. Je ne vous ai pas mis d'anémone, mais voilà, on trouve ça aussi. Alors, j'accélère parce que ça va couper. Donc, on se retrouve, je sauvegarde ça et on se retrouve. On reclique. Donc, j'arrête, je sauve